Bonjour à toutes et à tous, et en attendant les retardataires, merci de vous joindre à ce nouveau webinaire de l'Association des journalistes de l'environnement. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui 4 associations d'un seul, Agir pour le climat, Unlock, Negawatt, que la plupart d'entre vous connaissent, et Dorémy, que peut-être moins nombreux sont ceux d'entre vous qui savent de quoi il s'agit. Nous recevons aujourd'hui Lucas Chabalier, Jean-Louis Ball et Marc Jedliczka et Vincent Legrand qui vont nous parler des craintes qu'ils ont à propos de certains projets du gouvernement, notamment de ceux de coupler le grand programme de rénovation énergétique que nous connaissons tous avec un autre programme qui est celui d'un équipement accéléré, peut-être, en pompe à chaleur. Cet équipement aurait le désavantage au plan énergétique d'entraîner une surconsommation d'électricité absolument faramineuse selon les calculs des dites associations. Je vous propose de commencer tout de suite par une présentation générale des acteurs, des intervenants, avec Lucas Chabalier. Lucas, the floor is yours. Merci. Alors bonjour à tous. Donc le titre de ce webinaire, refonte du système d'aide à la rénovation énergétique des logements, décryptage et propositions. 4 associations que je vous présente très rapidement. Agir pour le climat, qui a été créé en 2017, à l'origine pour promouvoir l'idée d'un pacte finance-climat pour financer la transformation écologique au niveau européen. Une association qui s'attelle à travailler sur les questions de financement de la rénovation énergétique des logements depuis 3 ans. Et à ce titre, elle coordonne une coalition en France, la coalition Unlock, qui vise donc à mobiliser les financements publics et privés pour rénover de manière performante notre parc de logements. Et dont une des propositions centrales est de demander en fait à la Banque centrale européenne l'application de taux duels pour financer dans les meilleures conditions la transformation écologique de manière générale et plus particulièrement la rénovation performante des bâtiments. L'association Negawatt, qui est bien connue, peut-être que Marc en dira un peu plus tout à l'heure quand il prendra la parole en introduction, qui existe depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, dont la démarche bien connue repose sur le triptyque sobriété, efficacité, renouvelable. L'association Negawatt propose un scénario depuis aussi une vingtaine d'années qu'elle met à jour régulièrement, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle. Le dernier scénario Negawatt date de 2021, si je ne dis pas de bêtises. Il a été augmenté par un scénario Negamat, qui porte plus simplement sur l'énergie, mais aussi sur les matériaux. Et il y a quelques semaines, un scénario à l'échelle européenne pour la décarbonation à horizon 2045 de l'Union européenne. Et puis Dorémy, qui est une filière aussi de l'association Negawatt, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui est pionnière sur le chantier la question de la rénovation performante des maisons individuelles en France depuis une douzaine d'années et qui œuvre à la formation en fait de groupements d'artisans pour mener à bien le chantier de la rénovation performante de nos logements. Rapidement, donc le déroulé, ça va être un point d'introduction par Jean-Louis et par Marc sur les enjeux. Ensuite, un décryptage de ce qui est en train de se concocter et qui n'est pas arbitré par Vincent et moi. Et puis après, Vincent développera les propositions en fait qui ont été publiées par un collectif auquel Agir pour le climat, l'association Negawatt, Dorémy, Unlock et bien d'autres comme Leclerc, comme la Fondation Abbé Pierre font partie. Voilà. Je laisse la scène à Jean-Louis et Marc pour une introduction. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'avez certainement connu sous une autre casquette, puisque j'étais jusqu'il y a peu président du syndicat des énergies renouvelables. Et donc, depuis le mois de décembre dernier, j'ai pris, après avoir arrêté ma présidence du CER, j'ai pris la présidence de Agir pour le climat, ce qui n'est pas du tout antinomique. Alors, je voudrais rappeler les grands enjeux qu'on a devant nous dans le secteur du bâtiment.
je me mettrai donc essentiellement sur la question donc des émissions de gaz à effet de serre et je laisserai à Marc Jedlička donc développer les enjeux sociaux et notamment de lutte contre la précarité énergétique. Le secteur du bâtiment, il représente aujourd'hui 18% des émissions de CO2 françaises, doit réduire les émissions de 53% à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 7 ans, alors que depuis la dernière décennie, ce secteur ne réduit pratiquement pas ses émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc une rupture qu'il faut mettre en place et pour lesquelles notre philosophie qui va être développée dans toute la matinée, c'est de se baser sur la rénovation performante et globale. Alors, je voulais rappeler qu'il existe déjà aujourd'hui beaucoup d'incitations publiques au développement de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment. Mais ces mesures s'avèrent qui représentent plusieurs milliards. Hein. C'est quand on additionne la prime rénov, les certificats d'économie d'énergie, l'éco-PTZ et éventuellement des aides régionales et locales, ça représente de l'ordre de 7 à 8 milliards par an, ce qui est considérable et pour un résultat qui est absolument dérisoire en termes à la fois de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en termes de réduction donc des consommations d'énergie. Le code de l'énergie, donc suite à la loi climat et résilience, donne une définition légale de la rénovation performante qui doit amener les bâtiments donc en classe A ou B avec éventuellement une exception pour les passoires thermiques qui pourraient se contenter d'accéder à la classe C. La rénovation globale et performante signifie qu'on doit atteindre cette performance en moins de 18 mois. Et quand on regarde l'objectif 2050, on doit, suivant toujours le code de l'énergie, avoir un parc bâti au moins BBC ou équivalent donc en 2050, ce qui signifie qu'on a 20 millions de logements à rénover de façon performante, soit environ 800 000 à 1 million par an. Les objectifs qui ont été annoncés par la Première ministre récemment, c'est d'arriver en 2024 200 000 rénovations performantes. Alors il faudra bien définir ce qui est performant. À 200 000 par an en 2024, ce qui est tout à fait considérable parce qu'aujourd'hui, on en est à environ 80 000 qui sont essentiellement dans le secteur du collectif. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a en gestation donc, cette réforme à venir du soutien à la performance énergétique dans le secteur du logement. Et nous avons devant nous de multiples consultations et concertations à venir, à la fois sur les régimes d'aide et par ailleurs, on a des grands enjeux, donc avec la révision de la SNBC, Stratégie nationale bas carbone, la loi énergie-climat, le projet de loi de finances en fin d'année, hein, qui va concerner très directement notre secteur. Et donc, c'est dans cet esprit qu'on a voulu organiser ce webinaire donc avec Valérie Laramé, que je remercie au passage. Voilà, j'en terminerai là sur les grands enjeux. Donc, je n'ai pas parlé de la précarité énergétique, mais je pense que Marc va en dire un mot. Oui. Alors bonjour à tout le monde. Donc là, je vais intervenir. L'association Négawatt, on suppose que vous connaissez.
mais particulièrement la question du bâtiment nous préoccupe depuis le tout début, hein. C'est nous qui avons les premiers parlé d'obligation de rénovation, parce que la règle de 3, quand on regarde l'état du bâtiment aujourd'hui, et pas que le logement, l'ensemble des bâtiments, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut absolument tout rénover à un niveau proche de celui du neuf actuellement, ce qu'on appelle le BBC, et ça c'est quelque chose, un clou sur lequel on tape depuis plus de 20 ans. Alors on progresse quand même dans la compréhension de ces problématiques-là, mais les enjeux aujourd'hui sont, comme toujours, hein, c'est dans le diable que se cache, dans le détail que se cache le diable. Et aujourd'hui, on est assez inquiet de ce qui se profile à l'horizon, qui est une compréhension assez large des enjeux, ça c'est clair, mais des moyens mis en œuvre qui sont pas à la hauteur ni en termes quantitatifs ni en termes qualitatifs, et notamment les questions aujourd'hui d'avoir une espèce d'obsession de l'électrification à tout prix du bâtiment, et c'est une chose que nous on défend depuis toujours. Notamment par exemple les pompes à chaleur sont une solution technique très intéressante, mais elles doivent être mises en œuvre dans des conditions, et ça de manière impérative, qui soient correctes. Sinon, ce seront des coups d'épée dans l'eau, et on va gâcher beaucoup d'argent public avec des résultats qui sont pas du tout à la hauteur. Ce qu'on a fait depuis une grosse dizaine d'années, une quinzaine d'années en France, on a eu des programmes divers et variés, divers gouvernements qui sont succédés. On peut pas dire qu'ils ont rien fait sur le sujet, mais c'est toujours ni à la hauteur quantitativement ni qualitativement. Alors effectivement, derrière l'enjeu gaz à effet de serre que Jean-Louis a décrit, il y a aussi des enjeux plus techniques, on va dire, autour de la consommation d'énergie elle-même, hein. Le carbone est un gros sujet, un énorme sujet, mais ce n'est pas le seul. Les autres sources d'énergie ont de toute façon des impacts qu'il faut prendre en compte, et ça c'est l'approche systémique de l'association Négawatt. Et puis il y a aussi des conséquences plus techniques sur le réseau électrique lui-même, hein. On sait que la pointe électrique est un problème, on le vit tous les hivers, et on peut, si on n'y prend pas garde, y compris avec des pompes à chaleur dans des bâtiments mal isolés, eh bien ça peut avoir des effets négatifs sur la pointe électrique et mettre en danger le système électrique l'hiver prochain, d'autant plus que le nucléaire ne marchant pas très bien. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis évidemment, et Jean-Louis l'a évoqué plusieurs fois, les impacts sociaux, ce sont les gens en précarité, hein, qui vivent dans les passoires thermiques avec des convecteurs électriques. Il y a donc une urgence sociale aussi qu'on a mis nous en avant il y a très très longtemps, mais qui, à l'occasion des moyens qu'on est en train de mettre en œuvre, et ça on peut que se réjouir que la prise de conscience amène des moyens très importants. On parle de plusieurs milliards, voire dizaines de milliards d'euros par an d'investissement, mais les conditions de leur mise en œuvre est absolument impérative, et la question sociale évidemment est essentielle. L'accès à l'énergie n'est pas aujourd'hui en France également réparti, et les conséquences que pourrait avoir un programme mal torché pourraient être vraiment délétères de ce point de vue-là. Donc voilà, je vous en dirai pas plus à ce stade-là. Je pense que Lucas et Vincent vous présentent maintenant les aspects très pratiques, très techniques. Alors c'est ça qui est très troublant dans ce domaine-là. La compréhension, on l'a à peu près tous, mais c'est vraiment le détail. Donc ça va être un peu pointu, mais on vous remercie de votre attention, et on espère que ça vous permettra de diffuser la bonne parole après. Alors, donc faire un point sur ce qui est en train de se concocter, ce qu'on en sait. Alors, il y a beaucoup de points d'incertitude parce que tout le monde n'est pas aligné. Il y a des propositions qui peuvent être portées par le Secrétariat général à la planification écologique, par le ministère de la transition énergétique, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Bercy aura une position qui sera distincte, l'Élysée également. Donc on est tout ça dans un flou pour l'instant, et il y a un certain nombre de questions qui se posent et qu'on va formuler. Peut-être partir de la copie du Secrétariat général à la planification écologique avec deux piliers qui semblent bien dessinés. Le pilier efficacité qu'évoquait Marc tout à l'heure, qui est en fait un pilier décarbonation du vecteur et pompe à chaleur dans la maison individuelle, qui pose les problèmes que Marc a soulevés, sur lesquels on reviendra peut-être un peu plus tard, même s'il y a pas mal d'hypothèses qui nous manquent pour déterminer à quelle serait cette fameuse pointe électrique, pour déterminer quel impact social en termes de non-sortie en fait des précaires énergétiques de leurs conditions. On reviendra donc un peu plus tard sur le pilier efficacité. Il y a un autre pilier qui, lui, nous intéresse au premier chef, qui est le pilier performance, qui porte sur la rénovation performante
en maison individuelle. Là, on parle que des maisons individuelles. Il y a aussi un pan sur la copropriété, mais l'intervention de ce décryptage et de ce point presse porte sur la maison individuelle. Un pilier performance qui est alors très intéressant dans le sens où, pour la première fois, à notre connaissance, on a un dispositif enfin aligné sur notre objectif dont parlait Jean-Louis en introduction, c'est-à-dire un parc au niveau BBC ou équivalent en moyenne d'ici à 2050, calé sur une définition réglementaire de la rénovation performante qui existe depuis la loi de climat et résilience de 2021 et qui est intégrée maintenant au code de la construction. Donc, pour la première fois, on a enfin un dispositif de soutien public qui repose à la fois sur MaPrimeRénov', mais aussi les C2E, qui seraient alignés, qui serviraient cet objectif. Donc, ça, c'est quand même à saluer. On a des propositions qui semble, un premier chiffrage qui semble très ambitieux, mais encore une fois, il n'a pas été arbitré par Bercy et on craint qu'il y ait de nombreuses coupes là-dedans. On a en maison individuelle, donc un parcours vers la performance en une étape ou en deux étapes. Donc déjà qu'il y ait une réduction du nombre d'étapes, c'est une très bonne chose. On verra tout à l'heure que nous, on propose même une troisième étape. Non pas parce qu'on considère que c'est bien d'y aller par étapes, évidemment pas. Le mieux, c'est d'y aller en une étape, ça coûtera moins cher et ça sera plus efficace. Simplement pour des questions stratégiques de montée en puissance de la filière, on considère qu'une troisième étape provisoire sur les toutes prochaines années pourrait être pertinente. Les montants qui sont en jeu là dans la copie du Secrétariat général à la planification écologique et surtout là les deux piliers dont je vous parlais, c'est vraiment c'est une stratégie développée par le Secrétariat général à la planification écologique. Puis après le chiffrage que je vais vous présenter, ce sont des propositions Roclore. Alors encore une fois, elles sont pas arbitrées, elles sont en off. Elles ont été largement diffusées auprès des associations. On pense évidemment que derrière ça, il y a l'idée d'impliquer les associations pour peser sur les arbitrages contre Bercy et on est tout à fait satisfait de jouer ce jeu, même si on mettra en avant un certain nombre de failles sur la copie gouvernementale, mais pour dire quand même qu'on reconnaît les bonnes intentions derrière ça. Donc on a des plafonds qui sont élevés, les seuils de dépenses éligibles. Pour la première étape, c'est 40 000 € hors taxe. Pour la seconde, c'est 60, enfin pour l'ensemble, c'est 70, enfin pour la rénovation globale, donc en une fois, 18 mois, 24 mois. C'est 70 000 €. On a des tranches distinctes. On pourra vous envoyer peut-être le graphe après, en fonction des répartitions de l'ANA, c'est-à-dire des ménages très modestes, des ménages modestes, des ménages intermédiaires et des ménages aux revenus supérieurs. Entre MaPrimeRénov' et les C2E, pour les très modestes, on a une prise en charge qui va jusqu'à 90%, donc avec un reste à charge de 10%. On est à 80% si on part d'une passoire thermique. On a 80% justement si on ne part pas d'une passoire thermique. On a 90% si on part d'une passoire thermique. Donc on a des sommes qui sont très importantes. Elles sont pas arbitrées. La répartition entre MaPrimeRénov' d'un côté et les C2E n'est pas arbitrée non plus. Donc c'est difficile de se prononcer, mais on reconnaît la volonté d'alignement des C2E de la même manière que de MPR sur l'objectif de performance. On a des échos comme quoi les C2E, dans ces 90% pris en charge, représenteraient à peu près 20%, ce qui représenterait un effort budgétaire de dépenses de 70% pour MaPrimeRénov', encore une fois, pour les très modestes qui partiraient de passoires énergétiques. On n'a pas la modélisation d'ensemble, on ne sait pas combien ça représenterait en plus dans le budget de l'État. Ce qui est visé en première année, c'est 200 000 rénovations performantes. J'imagine aussi bien première étape que globale, en pensant qu'il y aura davantage de première étape que de globale, en ayant un point de vigilance quand même très important aussi sur un glissement sémantique qui s'est opéré ces derniers temps, où on a entendu parler de rénovation d'ampleur, ou de rénovation profonde qui ne correspondent à strictement aucune définition réglementaire. Mais en discutant avec le Secrétariat général à la planification écologique, en tout cas à leur niveau, c'est très clair, c'est le BBC ou équivalent,
selon la définition de la performance, encore une fois, qui date de 2021, avec un point noir de notre côté qui subsiste dans cette définition, c'est l'exemption dont parlait Jean-Louis tout à l'heure, c'est-à-dire que les passoires énergétiques pourraient être rénovées de manière, enfin, peut être considérées comme ayant été rénovées de manière performante, alors qu'elles n'atteindraient qu'une lettre, que l'étiquette C du diagnostic de performance énergétique. Une bonne intention, des montants très élevés qu'il faut défendre contre Bercy. Est-ce que ça sera ISO-budget ou pas ISO-budget? Si on veut atteindre au moins 200 000 rénovations performantes, il faudra mettre plus d'argent que ce qui n'est actuellement dépensé. Tout à l'heure, Jean-Louis parlait de MPR, C2E, l'éco-PTZ. Rapidement, les C2E logements, c'est à peu près 2 milliards chaque année. Ma prime rénov, actuellement, c'est à peu près 3 milliards. Donc, on a quelque chose de l'ordre de 5 milliards. On parle même pas de la TVA à taux réduit, hein, là, parce que la TVA à taux réduit, c'est quand même 2 milliards chaque année, mais pour l'instant, c'est hors spectre. On parle vraiment C2E et MPR. On a là peut-être une poche de 5 milliards qui serait potentiellement orientée vers de la performance, avec le gros point noir. Voilà, on n'a pas l'arbitrage entre la prime rénov pour la rénovation performante et le dispositif efficacité qui irait à la pompe à chaleur. Alors théoriquement, la pompe à chaleur ne sont pas éligibles à ce dispositif, enfin en tout cas n'auront pas d'aide les ménages qui sont aisés. Premièrement, et puis deuxièmement, heureusement, les passoires énergétiques, donc les classes énergétiques F et G, sont pas éligibles à ce dispositif. Théoriquement, à partir de 2026 sur les classes E qui ne seront pas éligibles non plus à ce dispositif d'efficacité, mais on verra qu'une mise en compétition dans les premiers temps entre le pilier performance et le pilier efficacité au niveau de la classe E, même si la performance est très aidée, le reste à charge restera probablement plus important, même si on n'a pas les arbitrages, que l'aide pour la pompe à chaleur, et que donc c'est un arbitrage qui se ferait aux dépens de la rénovation performante pour la pompe à chaleur, donc il y a un point de vigilance là-dessus. On a une grosse interrogation évidemment aussi sur les mesures d'accompagnement. Alors c'est très bien, les accompagnements sont obligatoires pour les très modestes et les modestes dans le parcours performance. Quel montant circule 2 000 €, mais 2 000 € hors taxe, avec taxe? Si c'est avec taxe, est-ce que c'est un taux TVA réduit ou pas? Surtout, est-ce que ça inclut l'audit énergétique ou pas? Encore beaucoup de questions, parce que si on est hors taxe, on serait qu'à 1 667 €. Si en plus il faut défalquer les 800 ou 1 000 € d'audit énergétique, on voit qu'on est sur un dispositif de soutien, enfin d'accompagnement qui est très fragile et qui posera problème. Vincent reviendra dessus. On a également un souci sur, alors que la mutation des maisons individuelles est considérée par tout le monde comme vraiment une fenêtre de tir extrêmement stratégique pour faire ces rénovations performantes globales, c'est-à-dire atteindre le BBC en une fois, on n'a pas de dispositif qui serait vraiment spécifique à ce moment-là. On considère qu'avec l'audit réglementaire, donc il y a un audit réglementaire qui s'applique depuis le 1er avril en cas de mutation de passoire énergétique en maison individuelle et dans les logements collectifs en monopropriété. On considère donc avec cet audit énergétique et des solutions qui seraient proposées par les banques, eh bien le travail se ferait tout seul et ce boulevard, comme on l'appelle, ce boulevard de rénovation performante, s'accomplirait. On considère que en l'état, ce potentiel, avec les dispositifs insatisfaisants, ne permettent pas de réaliser justement ce potentiel de rénovation performante. On a aussi des interrogations fortes sur la grammaire technique, parce que il est question d'une première étape qui serait en niveau D pour les passoires énergétiques, en niveau C pour celles qui ne sont pas en passoire énergétique. Il est question derrière, à minima, de 2 postes de travaux traités, plus d'un changement de système de ventilation. Mais on n'est pas sûr que ce cahier des charges réponde aux impératifs techniques que l'on connaît, parce qu'il y a un ordre dans lequel il faut procéder, parce que il y a... enfin,
on reviendra tout à l'heure avec nos propositions, mais disons qu'on a on a des étapes techniques qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre le niveau de performance, et on n'est pas du tout sûr en l'état que ce soit les bonnes étapes. Disons qu'il y a un gros point noir, un gros angle mort sur le technique et sur le paramétrage. Donc nous, on propose des solutions techniques de rénovation, les STR, qui permettent en fait d'appliquer des bouquets de travaux précalculés dont on sait que lorsqu'ils sont appliqués correctement, eh bien ils permettent d'atteindre la performance. Pour l'instant, on n'a pas cet ajustement, disons, entre la grammaire technique qu'on doit suivre d'un côté et de l'autre les dispositifs d'aide. Ce sont des politiques qui reposent beaucoup sur des étiquettes énergétiques. Or, on sait très bien que l'étiquette énergétique, c'est un peu le loto. On a des calculs conventionnels derrière qui sont bien pour situer le logement par rapport au parc résidentiel, mais qui ne dit pas grand-chose finalement de la réalité de la consommation d'énergie utilisée dans le logement. Par ailleurs, les DPE et les audits énergétiques sont pas conçus pour faire des préconisations fines. Donc en fait, voilà, ce qui manque derrière, c'est vraiment le mode d'emploi et ajuster ce mode d'emploi avec les dispositifs de soutien. Peut-être un dernier point aussi sur le reste à charge. Il y a une intention du gouvernement de travailler avec les banques pour que le reste à charge soit pris en charge par des dispositifs bancaires. Donc, on a l'éco-PTZ et le prêt avance rénovation qui posent tout un tas de questions. Il faut aussi que sur ce niveau-là, le prêt avance rénovation, pardon, et l'éco-PTZ soient ajustés de la même manière que MPR et C2E le sont sur notre objectif de performance et sur la définition de ce qu'est une rénovation performance au sens réglementaire du terme. Voilà un peu les grandes lignes. Je pense que Vincent pourra compléter, reprendre un peu tout ça, et puis Vincent ensuite présentera la proposition du collectif qui a fait l'objet d'une lettre ouverte il y a 10 jours maintenant. Merci Lucas. Beaucoup de choses. Si chacun n'est pas spécialiste du bâtiment, il faudra peut-être que je revienne sur des points de façon un peu calme et tranquille, parce que c'est des choses assez techniques et assez riches. Ce que je vous propose, c'est que s'il y a des questions de clarification ou de précision, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Et on a dans tous les cas un temps ensuite pour échanger sur ces différents points. Si je veux synthétiser ce qu'a dit Lucas et ce qu'ont dit également Jean-Louis et Marc, on a une vraie évolution là qui marque une volonté de passer des 700 000 monogestes de travaux qui n'apportent pas grand-chose d'un point de vue performance à des rénovations qui sont plus nombreuses et avec une qualité, une performance supérieure. Donc ça, c'est vraiment posé aujourd'hui, on l'acte, avec une volonté affichée également de lutter contre la fraude. Il y a pas mal de fraudes, notamment qui amènent à poser des pompes à chaleur de qualité très très médiocre, avec de l'argent qui normalement est destiné à la performance. C'est le cas aujourd'hui, côté coup de pouce C2E Réno Performante notamment. Donc ça pose des gros soucis. Donc cette réorientation-là, on l'acte et on voit qu'il est annoncé des montants importants. Donc ce qu'on va appeler de façon tout à fait triviale un pot de miel assez important qui a été présenté là ou qui commence à miroiter avant arbitrage de Bercy. Ce qu'on peut dire, c'est que ce pot de miel, aujourd'hui, il est malheureusement placé suffisamment haut pour être extrêmement difficile à atteindre. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement difficile à atteindre? Parce que, et je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, je m'exprime pas là-dessus, hein, je suis pas sûr que ce soit volontaire, mais en tout cas, vu du terrain, très concrètement, les ménages, en l'état, auront
énormément de mal, si on ne change rien, à atteindre ces financements importants. Déjà à cause du principe d'accompagnement obligatoire mal financé. Donc ça fait partie des choses que Lucas a évoquées, mais qu'il faut qu'on arrive à faire avancer encore, c'est-à-dire le fait de rendre obligatoire l'accompagnement pour accéder à des aides à la rénovation performante, c'est salutaire. Par contre, il faut que pour les ménages modestes et très modestes, la prise en charge soit intégrale. Sinon, on sait que les ménages français ne se financent pas d'accompagnement. Alors, quand je dis intégral, ça peut être symbolique en termes de financement, mais en tout cas, au-delà d'une centaine d'euros pour un ménage modeste ou très modeste, c'est extrêmement complexe de le faire passer à l'action en termes d'accompagnement. Évidemment, si on a une prise en charge, mais qui n'est pas, qui est complexe à aller chercher au niveau de l'accompagnement, on n'aura pas une dynamique forte. Là, je pense notamment aux discussions État-région qu'évoque l'État, c'est-à-dire que on risque d'avoir un système où l'État veut s'appuyer sur les collectivités massivement pour compléter le mécanisme financier d'accompagnement. Le problème qu'on a dans ce cadre-là, c'est que, il y a un temps de négociation qui est long, on parle de minimum 1 an. Deux, on a des collectivités locales qui ne souhaiteront pas y aller. Je vous renvoie au désengagement récent de la région Auvergne-Rhône-Alpes du SAR. La région a décidé de se retirer du financement SAR, ce qui fait que toutes les collectivités locales qui étaient parties dans ce cadre-là, aujourd'hui se retrouvent le bec dans l'eau par rapport au financement qui était prévu, notamment pour l'accompagnement. Et trois, on a une difficulté, une complexité quand on a des multiflux financiers entre l'État et les collectivités pour financer des choses. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir un accompagnement qui soit pris en charge à 100% à un bon niveau. En gros, on sait qu'en dessous de 2 000 euros hors taxe pour l'accompagnement, ce qui est vraiment un minimum, sans parler des audits associés, juste pour l'accompagnement à une rénovation globale, on sait qu'il faut de l'ordre de 2 000 euros hors taxe pour accompagner correctement le ménage. Par contre, si vous voulez accompagner à un monogeste, vous avez besoin de beaucoup moins. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à continuer à soutenir des gestes partiels, on va dire, des rénovations partielles, par ce mécanisme-là où on bride, on ne met pas ce qu'il faut au bon endroit pour le financement d'accompagnement. On a également un constat d'articulation entre aide MPR et aide C2E. Lucas en a parlé, donc ça c'est très bien. On l'appelle de nos voeux depuis longtemps et ce n'était pas gagné. On ne sait pas encore comment ça va se faire et manifestement l'État non plus. Donc ça, dont acte, on considère qu'on a encore quelques mois pour travailler là-dessus et y voir clair. Par contre, il faut aussi l'articuler avec l'éco-prêt au zéro ou le par. Et ça, c'est pas encore fait du tout. Il y a une vraie résistance de l'État à aller plus loin sur l'éco-prêt au zéro parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent plus grand-chose côté banque. Et ça, c'est un vrai problème, un aveu d'échec, on va dire, sur cette partie-là. Donc, on pousse également pour qu'il y ait une coordination un peu plus forte autour de ça. Et troisième point important sur cette partie, c'est que pour accéder à ce volume financier important en rénovation performante, l'État pose aujourd'hui une obligation d'y aller en 2 étapes. Alors, Dorémy s'est battu depuis des années pour qu'on réduise le nombre d'étapes. Donc, on est content de cette évolution-là. Par contre, il faut raisonner en dynamique, il faut raisonner en progressif. La filière aujourd'hui n'est pas prête à passer massivement du monogeste à 2 étapes de travaux, c'est-à-dire en gros, on fait 4 à 5 gestes de travaux d'un coup et on en reporte 1 ou 2 pour plus tard. C'est ça que ça veut dire. Et ça, en fait, la filière n'est pas prête à ça. Donc, on propose sur les 2-3 premières années d'autoriser une planification en 3 étapes des travaux de rénovation pour ensuite réduire à 2, ce qui est ce qui est vraiment une logique cohérente. Donc, la crainte qu'on a autour de ça, c'est que la filière et les ménages n'aillent pas vers ce pilier performance parce que c'est trop compliqué à mobiliser, alors même que les mécanismes financiers promis sont pour l'instant importants, avant rabot de Bercy, sont importants. Par contre,
ce qu'on voit, c'est clairement l'apparition d'un deuxième pilier, le pilier efficacité. Hein. De notre côté, on appelle chauffage bas carbone, avec une annonce de plusieurs millions de pompes à chaleur posées d'ici 2030. Ça ressemble à une autoroute qui est ouverte pour faciliter l'accès de financement monogeste pompe à chaleur. Et donc, c'est ce déséquilibre-là qui aujourd'hui nous conduit à des grosses craintes. 9 millions de pompes à chaleur, dont une partie installée dans des bâtiments de classe D, ce qui va être autorisé manifestement jusqu'à 2026. Ça veut dire potentiellement 5, 6, 7, 9 réacteurs EPR en plus à mobiliser d'ici 2030 pour gérer la pointe électrique, alors que RTE dit qu'on n'aura pas 1 kWh de plus de nucléaire d'ici 2035. Donc ça fait partie des éléments, on va dire, systémiques à prendre en compte. Si on prend que le GES, les gaz à effet de serre, c'est OK, faisons comme ça. Si on prend les autres domaines, notamment la partie électrique, la partie précarité, comme Marc l'a évoqué, la partie santé et confort également, évidemment, il faut passer prioritairement par la rénovation performante et pas par le monogeste pompe à chaleur. Voilà, donc ça fait partie des éléments d'analyse, on va dire, une bonne intention et un beau pot de miel, mais qui pour l'instant est placé suffisamment haut pour ne pas être atteint. Donc tout l'enjeu, c'est de lever ces différents freins. Donc je vous propose de passer à la diapo d'après, Valérie. En fait, on a travaillé sur un ensemble de propositions. Alors, c'est pas récent, hein, ça date. On a commencé à y travailler au second semestre de l'année dernière, et il se trouve que les propositions qu'on formule rencontrent très positivement et de façon très pertinente les travaux actuels du gouvernement. Donc, on a, avec un ensemble d'acteurs, porté des propositions en faveur de la rénovation performante, qu'elle soit en une fois, ce qu'on appelle la réno globale, ou par étapes, principalement des maisons, mais en fait, on peut aller jusqu'au bâtiment de 6 logements. Hein, donc, on passe en partie sur des logiques de petits collectifs. On va dire qu'avec ça, on couvre entre 2 tiers et 3 quarts des bâtiments français, des logements français, avec ces propositions-là. Donc, certes, on a exclu la grande copro, mais finalement, on est sur des volumes de logements qui sont extrêmement importants par rapport à ces propositions. Et j'insiste sur les acteurs du collectif qui ont porté ces propositions. En fait, on a une diversité très grande des industriels, merci, du coup, des industriels, des réseaux de professionnels, jusqu'aux ONG, environnement, climat, précarité énergétique. Je pense que c'est vraiment un panel extrêmement intéressant, que l'ensemble de ces personnes se retrouvent autour de ces propositions. Ça montre une convergence et un consensus extrêmement fort sur ce qui est porté là. Voilà, donc je ne vais pas passer énormément de temps sur les propositions, ça risque d'être un peu frustrant, mais je vous renverrai, vous verrez que les diapos sont assez écrites. Ça, c'est un autre terme pour pas dire chargé, mais on a voulu volontairement faire ça parce que ça permet d'y revenir et que vous ayez l'ensemble des éléments sur les diapos. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement sortir des diapos les quelques points clés des propositions en complément de ce qu'on a dit par rapport aux propositions du gouvernement. Donc, en une seule diapo, si on veut synthétiser, l'enjeu de notre côté, c'est d'avoir des rénovations performantes fiabilisées, notamment d'un point de vue fraude, mais aussi d'un point de vue atteinte de la performance. Avoir des résultats sur le terrain de baisse des consommations et de gaz à effet de serre qui soient réels et fiabilisés. Décarboner également, évidemment. Donc, en 1 à 3 étapes. On se base sur des parcours prédéfinis avec des performances précalculées. Je reviendrai. On a un genre de filet de sécurité autour de nos propositions, autour des propositions de travaux qu'on formule. L'enjeu, c'est d'arriver à prendre en compte l'ensemble des éléments clés du système rénovation performante. On a évidemment le ménage, et je commence par là et j'insiste un peu là-dessus parce qu'on a parfois l'impression que c'est un peu oublié le fait qu'il faut partir du ménage. Donc, on a analysé toutes nos propositions à l'aune du regard du ménage. Vu du ménage, est-ce que cette proposition-là, elle simplifie ou elle complexifie? Et si elle complexifie, on a fait des aménagements et des propositions pour faire en sorte que, vu du ménage, ce soit plus simple.
Ça, c'est un enjeu clé parce qu'un des grands retours des ménages aujourd'hui, c'est de nous dire c'est trop compliqué. Et effectivement, c'est trop compliqué d'un point de vue technique déjà, et c'est trop compliqué d'un point de vue financier, montage financier. Donc, du côté ménage, un enjeu clé. Du côté du parcours de travaux, on a un enjeu de bien baliser le parcours de travaux, du diagnostic de départ DPE jusqu'au suivi qualité, au contrôle, en passant par l'audit, l'accompagnateur, les opérateurs de travaux. Donc, tout ce parcours-là, on a balisé les choses. On a évidemment un ensemble d'incitations à avoir qui est important. Donc, on a travaillé sur comment rendre plus intéressant pour les ménages le fait de limiter le nombre d'étapes et d'embarquer plus de travaux. En contrepartie de ça, on a un enjeu de qualité et contrôle. On a quelques propositions assez structurantes liées à ça qui, pour l'instant, n'ont pas été reprises. Et on a un travail de montée en puissance de l'accompagnement et des entreprises. Côté entreprise, évidemment, c'est pas la réforme des aides qui a la charge de former les entreprises, mais on met ça en filigrane de façon systématique. Pas de rénovation performante sans entreprise formée à la rénovation performante. Donc ça, c'est fondamental et on a des propositions aussi autour de ça. Et évidemment, des accompagnateurs et un accompagnement qui tiennent la route. Donc ça, j'y reviendrai un peu après également. Donc sur la diapo d'après, on a les propositions résumées. Alors, il y a beaucoup de choses, mais je vais simplement faire ressortir quelques éléments liés à ça. Notre enjeu, c'est de conditionner l'accès aux aides à la performance à des parcours de travaux prédéfinis. C'est-à-dire, ça, c'est une des critiques importantes qu'on a à la réforme actuelle, c'est que quand on parle au SGPE ou au ministère de l'importance de bien caler, comme l'a dit Lucas tout à l'heure, bien caler les travaux, les niveaux de performance par travaux et les combinaisons de travaux, ça, en fait, aujourd'hui, c'est renvoyé à ce qu'on appelle le paramétrique dans le jargon politique, c'est-à-dire, en gros, c'est l'intendance, les administrations travailleront dessus. Et en fait, cet élément-là est clé dans la réussite ou pas de la performance. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas la bonne résistance thermique sur un poste donné ou si vous ne travaillez pas sur les bons postes de travaux, une rénovation performante, c'est globalement 6 postes de travaux au niveau de l'isolation, mur, toiture, sol, menuiserie extérieure, ventilation, chauffage. On a ces 6 postes de travaux à combiner si on veut atteindre la performance. La question, c'est si on en reporte 1, 2, lesquels on reporte et comment on les gère. Et en fait, ça, aujourd'hui, c'est pas du tout traité. Et donc, tout l'enjeu de notre côté, c'est de baliser ça. Donc, on a fait des propositions très cadrées pour encadrer cette partie-là. On a également fait en sorte que ce soit plus incitatif de faire des rénovations performantes en une étape que de faire des rénovations performantes en 3 étapes, parce qu'on a montré, et ça je vous renvoie à un rapport ADEME de 2021, rénovation performante par étape, que plus vous faites d'étapes, moins vous serez performant. Donc ça, on a intégré, en fait, on a proposé que les fonds publics soient dégressifs en fonction du nombre d'étapes pour que l'efficience des fonds publics soit adaptée à la performance atteinte. Voilà, je rentre pas dans le reste des propositions. J'ai mentionné les premières qui sont vraiment les plus fondamentales et je reviendrai sur les autres juste après. Donc, si on passe sur la diapo d'après, en fait, l'enjeu de ce pilier performance, c'est de pouvoir apporter, et Valérie, vous pouvez dérouler l'ensemble de la diapo. Merci. L'enjeu, en fait, de nos propositions, c'est de pouvoir focaliser sur tous les bâtiments les plus consommateurs et avec un focus particulier sur les ménages modestes ou très modestes. Donc, deux approches pour ça. Une approche qui est celle du gouvernement aujourd'hui, qui est d'accompagner les ménages
vers la performance, et une qui n'est pas dans le scope des propositions aujourd'hui, qui est les mutations. Je voudrais insister un peu sur les mutations. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 100 à 150 000 maisons, passoires, qui changent de main chaque année, qui sont vendues chaque année. Ces 100 à 150 000 maisons, c'est un gisement colossal pour créer une dynamique de performance, de rénovation performante en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près à 80 000 logements. Enfin, l'année dernière, on était à peu près à 80 000 logements. Alors, il y a quelques débats autour du chiffre, mais certains disent 70, d'autres 90. Mais l'ordre de grandeur, c'est 80 000 logements rénovés performants, donc en une fois, rénovation globale, l'année dernière. Donc, à comparer aux 800 000 à 1 million qu'il faut qu'on atteigne en rythme de croisière. Sur ces 80 000 logements rénovés performants l'année dernière, on est principalement sur des logements collectifs. On est à quelques milliers et peut-être quelques centaines, en fonction des chiffres, de rénovation de maisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maisons, qui sont les principaux logements en nombre en France, sont quasiment jamais rénovées en réno global. C'est extrêmement rare. Donc, tout l'enjeu, c'est de poursuivre la montée en puissance de la rénovation globale des copropriétés. Donc ça, il y a des propositions là-dessus, je n'y reviendrai pas. Mais tout l'enjeu de nos propositions-là, c'est de faire en sorte que la rénovation globale des maisons rattrape son retard et devienne très significative dans la dynamique de réno performante en France. Et pour ça, les mutations sont un levier majeur parce que c'est un moment où la maison n'est pas occupée. Donc, on sait rénover des maisons quand elles sont occupées, notamment en isolant par l'extérieur, mais c'est quand même beaucoup plus simple de le faire quand il n'y a personne dedans, notamment pour l'isolation intérieure. C'est un moment où les ménages veulent faire des travaux. C'est un moment où les ménages s'endettent pour acheter et pour faire des travaux. Et c'est un moment où l'acheteur n'a pas vraiment d'attachement, on va dire, à la maison et donc est prêt à y aller assez franco sur les rénovations. Et donc, ces différents éléments font que on a 100 à 150 000 actions potentielles, rénovations globales potentielles chaque année. Et ça, aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. On a parlé à la DGEC, à la DHUP, au ministère, au SGPE, tout le monde dit, et dans les acteurs aussi, même ceux qui ne portent pas ces propositions, tout le monde nous dit, mais oui, la mutation, c'est le bon moment. Et aujourd'hui, on n'a pas de proposition pour accompagner cette rénovation performante lors des mutations. Donc, notre proposition, c'est un accompagnement obligatoire et financé de l'ensemble des acquéreurs de passoires, ce qui permet de traiter, de maximiser en fait la probabilité de travaux de rénovation globale sur ces logements. Pour tout ce qui n'est pas mutation, donc quand un ménage souhaite faire une rénovation performante dans sa maison, à ce moment-là, on fixe un accompagnement obligatoire pour les modestes très modestes en proposant une prise en charge intégrale pour ces modestes très modestes, au moins sur les premières années. Ensuite, on pourra alléger ça, faire une prise en charge partielle, mais on a besoin aujourd'hui que l'accompagnement, donc mon accompagnateur rénove, soit crédibilisé et financé correctement pour lancer la machine. On a laissé facultatif l'accompagnement des ménages intermédiaires et aisés, pas parce que ça nous paraît facultatif, mais parce qu'on n'aura pas assez d'accompagnateurs rénov pour tout accompagner. Et donc, quitte à accompagner prioritairement des ménages, on propose que ce soit les ménages en mutation et les ménages modestes ou très modestes dans les autres cas, qui soient accompagnés et pris en charge à 100% pour accompagner la dynamique. Pour répondre également à la partie chauffage bas carbone, donc en gros pompe à chaleur, on a proposé de brider la possibilité de mettre des pompes à chaleur en monogeste. Donc, vous l'avez compris, on n'est pas anti-pompe à chaleur, on considère que c'est un très bon outil à partir du moment où il est bien positionné, notamment quand il est positionné en réno performante. Côté d'Orémy, c'est notre première source de chauffage. Ces pompes à chaleur marchent remarquablement bien dans des bâtiments rénovés. Par contre, c'est une catastrophe, notamment électrique, mais aussi de confort et sur la facture de chauffage, dans des bâtiments qui ne le sont pas.
qui sont mal rénovés, typiquement classe E, comme c'est proposé aujourd'hui. Donc, on propose que les pompes à chaleur en monogeste ne soient uniquement fléchées que sur les bâtiments de classe C ou D qui sont construits après 1984, c'est-à-dire après la mise en œuvre de la réglementation thermique 82, pour que les bâtiments dans lesquels sont installés ces pompes à chaleur soient un minimum isolés. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas simplement C ou D? Parce qu'il y a des fraudes possibles assez simples. Si vous voulez qu'un bâtiment soit classé C ou E, vous discutez avec le diagnostiqueur. Je vous renvoie aux différentes études du FC Que Choisir sur ce sujet-là. Donc l'enjeu pour nous, c'est de ne pas seulement se fier au DPE, mais aussi à la date de construction. Et ce double critère permet, de façon simple, de border en fait la partie chauffage bas carbone. J'ai encore j'ai encore quelques diapos à vous montrer, mais pas tant que ça. Je vous propose qu'on passe à la suivante, simplement pour que vous voyez le type de cadre. Alors, oui, hop. Global qu'on propose. Donc ça, c'est pas vu par le ménage, hein, j'insiste là-dessus. Je vous montrerai ensuite une diapo vue par le ménage qui est beaucoup plus simple. Ce qu'on propose globalement, c'est pour les modestes, très modestes, un accompagnement systématique avec 3 parcours de rénovation, un parcours en une étape et 2 parcours en 2 à 3 étapes. Donc en gros, vous avez 3 choix. Quand vous rénovez votre maison, vous avez 3 grands choix de parcours, avec une prise en charge maximisée des travaux pour les très modestes et les modestes. Vous avez la mutation au milieu avec reste à charge 0 pour l'accompagnement. Et là, prioritairement, vous essayez de mettre en place une réno globale. Et vous avez pour les ménages intermédiaires et supérieurs les 3 mêmes parcours que pour les modestes et très modestes, avec une prise en charge qui, par contre, est que partielle pour l'accompagnement. Voilà, je ne passe pas beaucoup plus de temps là-dessus. La diapo suivante, en fait, vous montre plus précisément, vu du ménage, ce que le ménage voit. Je suis un ménage très modeste. Je vois que j'ai droit à une aide. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs derrière qui se cachent, mais en fait, il y a MaPrimeRénov' et C2E. J'ai droit à une aide qui couvre une partie significative très significative des travaux. L'intégralité, si je fais en une étape, et moins si je fais en 2 ou 3 étapes. J'ai une prise en charge à 100% de mon accompagnement et les propositions de travaux qui sont réalisées me permettent d'atteindre la classe A ou B du DPE, donc rénovation performante. La dégressivité qu'on voit entre le 1 étape et le 3 étapes, en fait, est calée sur la baisse de performance quand vous faites 3 étapes par rapport à une étape. Et 80 000 €, c'est globalement ce qu'on observe aujourd'hui au niveau des coûts de travaux. On est passé, on va dire, d'une soixantaine de milliers d'euros avant le Covid à aujourd'hui 80, voire 90 000 € de travaux pour les rénovations performantes. C'est pas rien. On espère que ça va se stabiliser, mais c'est globalement le montant qu'on voit aujourd'hui. Je vous propose de passer, alors pas à la diapo suivante, mais à celle encore d'après, Valérie, la 13. Et je terminerai sur celle-là. Donc, c'est 2 diapos. Ensuite, voilà, celle-là. Je terminerai sur celle-là, en fait. L'enjeu, c'est de simplifier les parcours. Non, c'est juste celle d'avant. Il y a un petit délai de simplification grâce au parcours de travaux. L'enjeu pour nous, c'est de clairement caler les étapes de travaux. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les diagnostiqueurs, les auditeurs, mais aussi les ménages et les artisans sont perdus dans les préconisations de travaux. Et ça, même les auditeurs. L'enjeu pour nous, c'est de brider, de limiter en fait les combinaisons de travaux pour pas perdre les gens. Et aussi parce qu'on s'est rendu compte que en mettant en place des bouquets de travaux précalculés, donc des scénarios de travaux qu'on a calculés précédemment et qui, sur un parc représentatif, en mettant en place ce type de système, en fait, on arrive très bien à faire de la performance en simplifiant largement le modèle. Donc ça, ce qu'on appelle les bouquets de travaux précalculés, donc c'est ce que le passeport efficacité énergétique appelé combinatoire de travaux.
ce que nous, côté de Rémi, on appelle solutions techniques de rénovation. C'est à peu près les mêmes types d'approches. On calcule une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de solutions de travaux qui finalement s'appliquent à l'ensemble des maisons. Alors, elles ne s'appliquent pas d'un point de vue esthétique, évidemment, ni d'un point de vue matériaux. Ça, c'est à chacun de voir par rapport à chaque maison, mais elles s'appliquent au niveau thermique. C'est-à-dire que on sait que si on ne veut pas avoir froid quand il fait -10 en hiver et qu'on sort, ben, si sans pull, on ne s'en sort pas, sans pantalon ou collant, sans chaussettes, sans bonnet, on aura froid. C'est à peu près le même principe de ces bouquets de travaux précalculés, c'est de dire, voilà, sur la toiture, sur les murs, sur le sol, sur les menuiseries, la ventilation et le chauffage, voilà ce qu'il faut comme typologie d'action et comme niveau de résistance thermique pour l'isolation et les menuiseries. Et ça, en fait, on le cadre avec, en l'occurrence, une quinzaine de solutions. Donc là, vous avez 3 parcours. Le parcours A, c'est la réno globale. Vous faites les 6 postes en vous appuyant sur ces bouquets de travaux précalculés. Si vous faites le parcours B ou le parcours C, vous avez une combinaison à faire entre ces différents blocs. Vous avez droit à 3 étapes maximum pour faire ces 4 blocs de travaux. Et ça, en fait, ça permet d'atteindre la performance de façon certaine. Alors, évidemment, si l'entreprise veut faire de la malfaçon, elle fera de la malfaçon. Mais si elle n'est pas formée, elle ne saura pas faire. Mais on sait aujourd'hui, avec un minimum d'accompagnement, atteindre de la performance dans ce cadre-là. Je vous renvoie notamment au rapport Perfinmine qui a montré la capacité d'atteindre ces performances avec ces bouquets de travaux précalculés. Donc, il y a un accord, on va dire, du collectif sur le fait que ces bouquets de travaux vont permettre, en croisant ces parcours, de faire en sorte que le diagnostiqueur ne puisse plus diagnostiquer n'importe quoi, que les préconisations qui en sortent, ils soient obligés de s'appuyer sur ces bouquets de travaux précalculés. Donc, il y a un filet de sécurité qui est mis dès le diagnostic, qui est réassuré par l'auditeur et l'accompagnateur, qui du coup se retrouve avec un choix de combinaison de travaux qui est limité, pas une infinité comme aujourd'hui. Et du coup, les artisans sont formés sur un ensemble de combinaisons de travaux qui est limité. Et la personne qui fait le suivi qualité, le contrôleur, est en capacité de contrôler beaucoup plus facilement les travaux qui sont mis en œuvre. Voilà, c'est ça la logique, c'est un système, on va dire, anti-fraude qui fait filet de sécurité. J'en dis pas beaucoup plus, je laisse le temps aux questions, il nous reste une petite demi-heure pour ça, donc je vous laisse la main sur la partie questions-réponses. Merci de votre attention. Merci pour cet exposé très complet et très pédagogique, j'ai trouvé. C'est pas toujours simple sur cette question-là. Alors, y a-t-il des questions? Ne vous battez pas. Antoine de Ravignan, je crois. Antoine, tu as une question? Antoine a une question. Oui, bonjour et merci pour cet exposé, c'était vraiment passionnant. Est-ce que vous avez chiffré le coût de votre proposition? Donc, vous nous avez expliqué qu'il y avait 100 à 150 milliers un gisement de 150 milliers de maisons chaque année, de passoires qui pourraient faire l'objet d'une rénovation globale. Combien ça coûterait si effectivement elle faisait l'objet, s'il y avait un accompagnement obligatoire et financé à 100%, et également en termes de travaux, et comment ce chiffrage, si vous l'avez fait, se compare avec la proposition du gouvernement, ou du moins ce qu'on en sait à ce stade. Merci. Alors, de notre côté, on n'a pas d'éléments précis de chiffrage du gouvernement sur ces propositions. On n'a pas les hypothèses en fait qui vont derrière, ni sur le pilier performance où on pourrait peut-être reconstituer des choses, mais c'est pas si évident, ni a fortiori sur le pilier efficacité. Sur le pilier efficacité, en fait, on sait absolument rien du type de pompe à chaleur, du type de cadre qui pose, en fait, du type d'hypothèse qui pose. Donc c'est assez complexe d'avoir leur vision budgétaire par rapport à ça. Nous, on a du coup de notre côté pas senti le besoin d'aller
plus loin d'un point de vue communication autour de ces calculs. On les garde sous le coude pour l'instant. En fait, ce qu'on constate, c'est que même si on est à 150 000 changements ventes en fait, de maisons passoires, par exemple l'année prochaine, on peut considérer que 2 000 € hors taxe d'accompagnement permet de couvrir cet accompagnement. Alors, la question, c'est avec un audit ou sans audit. L'État est en train de systématiser les audits. En fait, nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'avec ce que j'ai évoqué, les bouquets de travaux précalculés, on ne fait pas d'audit. Justement, on n'a pas besoin de calcul, donc on se passe des audits, on fait des états des lieux, mais pas d'audit. Donc, ça simplifie beaucoup les choses et on gagne en gros entre 800 et 1 000 €. Donc, ça, c'est un arbitrage qu'il va falloir faire côté fonds publics. Mais ce qu'on voit, c'est que si on met 2 000 € dans l'accompagnement, 2 000 € hors taxe dans l'accompagnement, on est à 300 millions d'euros par an de coûts d'accompagnement pour les mutations, pour un déclenchement de travaux qui sera énorme. C'est-à-dire qu'on sait que, nous, le retour d'expérience qu'on a à côté de Rémi, c'est que quand on accompagne un ménage lors d'une mutation, que ce soit un ménage très modeste ou un ménage aisé, en moyenne, on a un ménage sur deux qui fait de la réno globale à l'issue de cet accompagnement. Et le reste, donc les 50%, le un ménage sur deux qui ne fait pas de réno globale, il embarque des volumes de travaux qui sont extrêmement importants par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Généralement, 4 à 5 postes de travaux sur les 6. Et ça pour la quasi-totalité des accompagnés. Parce qu'à partir du moment où vous avez compris que si vous ne mettez pas d'argent qui vous est accessible, notamment par les copropriétés et les aides, dans ces rénovations, en fait, vous perdez ces sous. Alors que si vous les mettez, vous valorisez votre bien et vous avez un bien qui est extrêmement intéressant au niveau chauffage, au niveau confort, etc. Donc, en gros, juste l'accompagnement de ces ménages en mutation, vous en avez pour 300 millions. 300 millions, c'est exactement le chiffre qui a été évoqué en copie de C2E pour financer l'accompagnement des ménages sur 3 ans sur l'ensemble du pilier performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a on a probablement un x3 à faire juste sur la partie mutation. Donc, c'est significatif. Par contre, moi, la question simple que je pose, c'est vous avez 6 à 8 milliards d'euros d'investissement par an dans de la rénovation. C'est ce qu'on met depuis quelques années maintenant. On était à 5 avant, on doit être à 6 à 8 là. Est-ce que 300 millions au regard des 8 milliards, est-ce que c'est justifié ou pas? La réponse, elle est clairement oui, c'est justifié, il faut y aller à 200%, et c'est même pas grand-chose de mettre 300 millions d'accompagnement pour 8 milliards de dépenses d'investissement. Au moins, c'est une garantie qu'on oriente vers la performance les choix de travaux. Voilà, donc après, on n'a pas chiffré la partie, enfin, on n'a pas communiqué sur le chiffrage des travaux. On attend d'avoir les hypothèses du gouvernement sur ça. Si on est sur 200 ou 270 000 rénaux, c'est pas tout à fait la même chose qu'à 80 000 aujourd'hui. Ce qu'on constate simplement, c'est qu'on a 40 milliards d'euros, même un peu plus, de boucliers tarifaires et que ça dérange personne. Alors que ça dérange de mettre quelques milliards en plus sur de la réno performante. Donc ça nous questionne. En fait, la réno performante, c'est le moyen d'effondrer le besoin du bouclier tarifaire, concrètement. Donc voilà, on considère que c'est une efficience des fonds publics qui est largement supérieure à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, on ne sent pas le besoin aujourd'hui de communiquer largement là-dessus. Je pense que d'ici la fin d'année, il faudra qu'on pose effectivement les choses de façon un peu plus carrée, mais pour ça, on a envie d'avoir les arguments du gouvernement d'abord. Y a-t-il d'autres questions, remarques, propositions, pourquoi pas? Thomas Blosville. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Oui, bonjour, oui, je voulais vous revenir sur un point assez particulier que vous avez évoqué, c'était sur le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se désengageait du programme SAR. Donc, je voulais être sûr déjà de bien l'avoir entendu, savoir si c'était récent et si vous avez eu d'autres exemples comme ça pour savoir si c'est un gros risque ou si c'est je vais pas dire un épiphénomène, c'est pas un épiphénomène, mais si c'est une volonté politique très portée localement ou si c'est plus large. Alors, ça date d'il y a quelques jours.
Donc c'est extrêmement récent et c'est tellement récent que j'ai pas toutes les infos dessus, donc je suis très prudent. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une communication de la région Auvergne-Rhône-Alpes en direction des collectivités locales pour dire, compte tenu des difficultés de discussion avec l'État et compte tenu de ce qu'est le programme SAR, des incertitudes et autres, la région choisit de se désengager. Mais je ne connais pas les conséquences de ça. Tout ce que je sais, c'est que les collectivités avec lesquelles on travaille jusqu'à présent en Auvergne-Rhône-Alpes, je pense au département de l'Isère, je pense au Grand Lyon, je pense à Valence-Roman Agglomération, je pense aussi à des gens avec lesquels on discutait jusqu'à présent et qui étaient prêts à s'engager dans une dynamique de rénovation performante, mais qui ne s'étaient pas encore lancés, comme le département du Puy-de-Dôme. En fait, ces différentes structures nous ont dit, oulala, oulala, en fait, si la région stoppe ses financements sur l'accompagnement des ménages, bah, nous, on est obligé de licencier, on est obligé de baisser nos flux financiers vers les partenaires qui accompagnent les ménages aujourd'hui. Donc, en gros, c'est totalement contraire au sens de l'histoire. Mais en tout cas, c'est ce qui semble se dessiner. Donc là, voilà, je suis très prudent parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce que c'est vraiment une décision de retrait? Moi, l'écho que j'ai eu des collectivités locales, c'est une décision de retrait du programme SAR qui a été engagé. Voilà. Donc c'est un élément à creuser, mais ça date d'il y a quelques jours. Juste un petit complément, puisque je suis Rhône-Alpin, bien que moins concerné qu'avant, parce que j'étais directeur pendant 20 ans d'un espace info-énergie, donc maintenant je suis seul un peu plus loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la région Rhône-Alpes n'a pas été très offensive depuis le début. Il y a des départements où c'est pas la région qui fait le relais, c'est le département, notamment le département du Rhône déjà, donc il y a eu des annonces, des pré-annonces, et c'est une rupture vraiment historique parce que la région, alors à l'époque, il y avait que Rhône-Alpes, il n'y avait pas Auvergne, mais a été quand même pionnière dans ce domaine-là, et j'en suis un des témoins, a vraiment contribué à développer le réseau ce qu'on appelait à l'époque les espaces info-énergie, qui a été bien traité pendant pas mal d'années, notamment par l'ADEME et les conseils régionaux. Et Jean Lubal, je pense, en est témoin aussi. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un virage historique qui va complètement à l'envers. Enfin, on ne peut pas comprendre cette décision-là, sinon par des arguties purement politiciennes, mais d'un point de vue à la fois usage de fonds publics, efficacité de la démarche, etc. On a des dizaines aujourd'hui de conseillers qui sont bien formés, qui ont été bien formés et qui ont vraiment de l'expérience. Et on est en train de mettre par terre tout ce dispositif à l'échelle d'une région qui est quand même pas une petite région et qui, encore une fois, a un historique très positif dans ce domaine-là. Donc, un gros regret, un gros point d'alerte sur le sujet. Du coup, ça nous rassure pas dans le cadre de ce qui est évoqué par l'État, hein. C'est pour ça que de notre côté, très tôt, on a proposé que certaines choses soient sacralisées avec prise en charge à 100% par l'État. C'est pas juste pour un plaisir de faire payer l'État, c'est parce que ça sécurise et ça rend plus rapide le lancement de l'action, notamment sur la partie accompagnement. En fait, le fait de faire prendre en charge à 100% par l'État cette partie-là, ça fait qu'on économise un an de discussion, contrat de plan État-région, et on évite ces risques de retrait qui peuvent casser la dynamique, alors que cette partie accompagnement est vraiment un point clé du lancement de la dynamique. On sait, contrairement au monogeste, en fait, un monogeste, vous n'avez pas besoin d'un accompagnement énorme. Vous savez que vous appelez votre menuisier, vous avez un devis de menuiserie, vous appelez votre chauffagiste, vous avez un devis de chauffage. Là, sur la réno performante, il vous faut faire intervenir plusieurs corps de métier différents et donc avoir un soutien, un accompagnement sur cette partie-là. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose à sacraliser. C'est pour ça qu'on propose 100% de prise en charge par l'État, ce qui n'est pas du tout l'air du temps pour l'instant de ce qu'on a entendu. Avec une grosse difficulté, c'est que le raisonnement se fait en coût de fonctionnement, hein, c'est l'horreur absolue, le coût de fonctionnement, parce que c'est du temps de travail alors soit d'agents de l'État ou des collectivités ou d'associations ou d'agences, tout ce qu'on veut. En réalité, il faudrait pouvoir traduire, et c'est très facile d'un point de vue macroéconomique, j'ai envie de dire, de traduire ça en investissement. Hein, ça valorise vraiment l'investissement, donc il faudrait que ce temps-là d'accompagnement soit compris comme étant un élément de l'investissement global dans la rémunération globale et performante. Évidemment, la comptabilité publique l'interdit pour l'instant, mais on voit bien là qu'on bute sur des règles qui sont d'un autre siècle et sur lesquelles il faudrait qu'on puisse avancer. Mais là, c'est pas tout à fait le sujet de la conférence ce matin, mais c'est quand même le problème de fond. Et du coup, l'approche de Bercy là-dessus, c'est de prendre des C2E.
Donc, c'est pas les budgets de l'État qui sont pris là-dessus, c'est des fonds C2E. Et à la limite, pourquoi pas, hein, voilà, ça a beaucoup fait. Enfin, ça a fait pas mal de polémiques lors du choix du SAR. Ça peut en faire encore parce que ça veut dire que l'État choisit de ne pas prendre dans son budget, mais dans un mécanisme ad hoc cette partie-là. Mais en tout cas, quitte à le prendre là-dedans, autant prendre ce qu'il faut. Voilà, de façon très pragmatique. On n'a pas besoin de 100 millions, on a besoin de plus que ça, voilà, par an. Même question. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Alors, il y a des demandes d'intervention de Lucas et de Jean-Louis Ball. Lucas, vous avez la parole. Alors peut-être sur la partie du chiffrage, effectivement, où ça n'a pas été fait finement sur les maisons individuelles, passoires thermiques qui chaque année changent de main, disons entre 100 et 150 000. Il faudrait savoir la ventilation plus finement, selon les très modestes, les intermédiaires et les revenus supérieurs pour avoir un peu une évaluation fine de ce que ça réclamerait en termes d'investissement pour l'État. Puis à l'intérieur, nous, on a ventilé dans nos propositions, cette prise en charge, elle est à 30% par l'État et à 70% par les C2E, alors que là, dans ce dont vous parlez tout à l'heure, on était plutôt sur 20% de C2E et 70% d'investissement public. Donc, il y a un peu tout ça à regarder de près. De manière plus générale, et hors du cadre de cette coalition sur la lettre, dans la coalition Unlock, mais avec des chiffres qui n'ont pas suffisamment fait état de l'inflation qu'il y a eu depuis 1 an et demi, et en considérant aussi pas simplement les maisons individuelles, mais les copropriétés, même si, encore une fois, la maison individuelle, c'est le gros du parc à rénover, quelque chose comme 60% versus 40% pour le logement collectif. Donc, en prenant probablement des hypothèses de coûts qui sont trop conservatrices, en arrivant à une moyenne de 40 000 euros entre le logement collectif et la maison individuelle, on considérait, avec une prise en charge moyenne de 50% par l'État, qu'il faudrait, pour atteindre 700 000 rénovations performantes, un surcoût de 8 milliards. 8 milliards d'euros chaque année. Voilà. On peut discuter des hypothèses et encore une fois, les 8 milliards, ils ne seraient pas à mettre en année 1 parce que on n'a pas la filière qui est structurée pour faire 700 000 rénovations. Mais c'est à terme, quand on atteindrait cette vitesse de croisière, même si probablement aujourd'hui, elle doit être plus que 700 000 rénovations. Hein. Vincent parlait de 800 000 à 1 million de rénovations, tout confondu, hein, c'est-à-dire maisons individuelles et logements collectifs. Et en précisant aussi qu'il y a un large consensus de toutes les organisations sur ces objectifs, que ce soit des organisations qui sont plutôt favorables au nucléaire comme le Shift Project ou celles qui sont plutôt opposées au nucléaire comme Negawatt. Tout le monde dit qu'il faut entre 600 000 et 1 million de rénovations BBC de logements chaque année en France. Voilà un peu pour des grands ordres des ordres de grandeur, indépendamment simplement de la maison individuelle. Et en considérant que ces hypothèses sont aujourd'hui, en tant que des hypothèses de coût d'investissement, sans même préjuger de l'arbitrage entre investissement pris en charge par le particulier et investissement pris en charge par l'État et les C2E, ce que ça représenterait le 8 milliards. Il y a globalement une convergence d'un peu tout le monde là-dessus, que ce soit l'Institut Rousseau, que ce soit I4CE, que ce soit les différents chiffres qu'on entend. Et encore une fois, ces 8 milliards, comme disait Vincent, à mettre en regard du bouclier tarifaire qui coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros, qui ne met personne à l'abri, qui subventionne très largement des énergies fossiles, qui sont pas bien ajustés parce que des ménages aisés en sont les plus bénéficiaires en fait, parce que proportionnellement c'est eux c'est eux qui ont la plus grande consommation d'énergie, même si d'un point de vue de la part du budget consacré à l'énergie, ce sont les ménages modestes et très modestes qui ont les proportions les plus élevées, etc. Voilà pour l'élément de chiffrage. Alors, il y avait une demande de parole de Jean-Louis Ball, il y aura une question d'Antoine de Ravignon et on reviendra à Vincent Legrand après. Oui, donc, excusez-moi, oui.
Lucas vient de dire l'essentiel de ce que je voulais dire. Mais donc, je voudrais rappeler donc que le meilleur bouclier tarifaire, c'est quand même d'avoir un bon programme de rénovation globale et performant. Les chiffres viennent d'être cités. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est qu'on va avoir beaucoup d'évolutions, beaucoup de concertations, consultations dans les prochaines semaines, prochains mois, que c'est pas toujours facile de décrypter les évolutions. Vous avez vu que c'est un sujet qui est quand même très technique. Et donc, moi, je voudrais proposer à la JE que, non pas qu'on organise une nouvelle conférence de presse dans 2-3 mois, mais qu'on vous fasse un point écrit, justement, de ces évolutions à venir, et donc un décryptage. Ah oui, oui, il y a un chat qui se manifeste là. Et un décryptage de ces évolutions. Donc ça, c'est quelque chose que nous pourrions faire pour une diffusion via la JE. Le chat est d'accord et la JE le sera probablement aussi. Il y avait une question d'Antoine de Ravignon. Oui, merci Jean-Louis Bal pour cette proposition. J'y souscris complètement, parce on a effectivement besoin de suivre ça et d'information et de formation. Moi, j'avais deux questions. Bon, vous faites l'ensemble des associations là qui sont représentées et organisations dans votre coalition, déjà un lobby conséquent. Quels sont les lobbies adverses que vous identifiez? Et deuxième question, comment vous travaillez avec les différents partis politiques et le Parlement? Est-ce qu'il y a moyen déjà, est-ce que vous avez eu des contacts en prévision de la future loi climat, future SNDC-PPE et future loi budgétaire? Là, il y a des échéances qui sont très importantes qui arrivent. Est-ce que vous parlez avec le RN, avec Renaissance, avec LR, l'UPES? Voilà, et quelle est votre stratégie par rapport aux parlementaires? Beaucoup de choses. Moi, je peux répondre sur la partie collectif actuelle, hein, et je pense que la réponse ne sera pas forcément la même par rapport à Unlock, par rapport à la Sonigawatt, sur la partie notamment loi énergie-climat. Sur la partie collectif, on a choisi volontairement, et vous pouvez le voir dans les signataires, de ne pas avoir de représentants politiques. Alors, il y en a un ancien, qui est Jean-Charles Collaroy, qui est ancien député Renaissance, qui a signé, mais au titre de Coinov. Seulement, on n'a volontairement pas d'élus pour ne pas politiser la question. On a voulu être sur des logiques, on va dire, de propositions techniques et financières issues du terrain. Ça, c'est vraiment important pour nous à ce stade. Alors, évidemment, c'est une première étape. En fonction du niveau de prise en compte de ces propositions. Derrière, on passera à un autre élément, une autre approche plus politique. On a fait passer la lettre ouverte et les propositions d'un côté au Sénat, de l'autre aux députés, notamment à la commission d'enquête et au côté Sénat et à la mission d'audition parlementaire côté député sur la rénovation énergétique. Voilà, à ce stade, c'est pas, on n'a pas lancé cette dimension-là, du moins officiellement, de communication autour de ça. On a bien en tête que c'est un sujet majeur. C'est un des rares sujets transpartisans d'ailleurs, la rénovation énergétique et la rénovation performante, la montée en performance de la rénovation. Donc on compte jouer là-dessus dans les semaines et mois qui viennent. Voilà, je m'arrête là sur la partie politique. La partie lobby contre, c'est une bonne question. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que notre principal problème n'est pas, et ça je parle en mon nom et pas au collectif, je me pose la question, est-ce que le principal problème n'est pas la perception qu'ont les administrations et les conseillers politiques du sujet des gaz à effet de serre et leur vision en fait de la réno performante versus l'électrification des usages.
Pour le dire autrement, j'ai l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui au sein des administrations et des conseillers politiques se disent ouh là là, c'est trop compliqué de monter en puissance, de faire du chiffre en gros, de monter en puissance sur la réno performante. Par contre, c'est relativement simple sur l'électrification. Engouffrons-nous dans cette approche-là. Et ça, en fait, ça vaut l'inertie de tous les lobbies, je crois, aujourd'hui. Par contre, en face, on a quand même des lobbies électriques qui sont assez forts, des lobbies, des accompagnateurs qui voudraient faire un peu moins ou qui aiment bien le monogeste, hein, la CAPEB, les délégations, les délégataires C2E, par exemple. Et puis les lobbies de ceux qui voudraient quand même qu'on fasse pas trop performant, notamment côté promoteur. Ou que ça on déstabilise pas trop les choses en place. Donc on a ces différents lobbies, on va dire, brossés rapidement et entre guillemets en off, qui se retrouvent en face de nous. Voilà. Et Jean-Louis, du coup, et Marc. Jean-Louis, moi, je voulais dire deux choses en complément de ce que vient de dire Vincent. Je pense que d'abord, les organisations professionnelles du bâtiment, CAPEB, FFB, je ne vais pas dire que ce sont des opposants, mais ce sont des entreprises, des fédérations qui sont très pro-monogeste parce que c'est plus facile, parce que ça fait du chiffre d'affaires assuré pour leurs adhérents. Donc c'est un vrai frein. Et je pense qu'ils sont aussi en train d'évoluer, de comprendre qu'il y a aussi de gros enjeux sur le développement de la rénovation globale et performante. Et côté politique, je voulais dire aussi que la plupart des associations de notre collectif sont en contact ou ont été auditionnées par la commission d'enquête au Sénat ou par la mission d'information de Marjolaine Meunier-Milfer à l'Assemblée nationale. Marc. Alors oui, deux petits ajouts sur la question des professionnels du bâtiment. C'est pas nouveau déjà au Grenelle de l'environnement. On avait vu des réticences des PME et de la CAPEB et on n'a jamais compris vraiment pourquoi. Je pense qu'il y a un début de prise de conscience que l'avenir des professionnels du bâtiment, c'est plus dans la construction, même si on manque encore de logements, et c'est un peu paradoxal de le dire. Mais la démographie montre que l'avenir en termes de business, c'est vraiment la rénovation, et ça peut créer énormément d'emplois, en plus qualifiés et avec un modèle économique qui fonctionne. Donc il y a une petite prise de conscience, mais qui est trop lente par rapport aux enjeux. Sur le plan politique, le gros ennemi, on va le dire, hein, c'est Bercy, quoi, très clairement, qui verrouille tout, qui décide de tout, autour duquel on a vraiment du mal. Alors, ça vaut pour le sujet d'aujourd'hui, ça vaut pour beaucoup d'autres sujets, sur la production y compris. Et derrière ça, il y a quand même ce tropisme tout électrique, tout nucléaire, moi qui me rappelle un peu mon jeune temps, où on va beaucoup trop loin. Et d'ailleurs, même les travaux de RTE actuellement montrent une prévision d'augmentation de la consommation d'électricité d'un coup. Même par rapport aux travaux qui ont été publiés en 2021 à l'horizon 2050, là on a sur les travaux 2035 quelque chose qui est de l'ordre du doublement de la consommation d'électricité d'ici 2030. D'abord, c'est tout à fait infaisable et en plus de ça, c'est absolument pas souhaitable. Mais ce que ça révèle, c'est une pression extrêmement forte. Alors RTE, c'est des gens qui travaillent de manière très scientifique, très objective, hein. Je peux en être témoin. Néanmoins, on voit là que ça passe un peu les bornes. Et ce côté, l'électricité, alors évidemment sous-entendu décarbonée, sous-entendu principalement nucléaire, fonctionne comme une parole magique. On appuie sur le bouton, ça va tout bien marcher. Et je pense que ça, c'est beaucoup dans l'esprit des gens dont Vincent parlait, dans les hautes administrations, dans les cabinets, etc., qui manque de recul complet sur la compréhension des phénomènes, sur comment fonctionnent les systèmes énergétiques et pas que électriques justement. Et ça, c'est vraiment le cheval de bataille de Négawatt depuis le début. On a marqué beaucoup de points dans beaucoup d'endroits, mais là, on a un niveau de résistance. C'est les cerveaux mal câblés de nos, alors je dirais pas les dirigeants, mais plutôt les entourages des dirigeants effectivement, qui vraiment font perdre du temps et risquent de faire perdre beaucoup d'argent à la France, alors elle se montre ambitieuse par ailleurs. Donc on est les rois des objectifs, hein, pour le dire vite, avec sous-entendu tout va marcher avec l'électricité. Puis on est vraiment les derniers de la classe en termes de réalisation sur l'ensemble des sujets. Donc voilà, mon opinion. Lucas.
Sur Bercy, effectivement, qui serait l'ennemi, je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, on verra quel est le poids réel de Matignon et du secrétariat général à la planification écologique si la construction de cette nouvelle administration qui dépend directement de la première ministre change la donne par rapport à toutes les années précédentes en termes d'arbitrage. Je pense que ça va être une bonne épreuve de vérité. Quant à la CAPEB et à la FFB, malgré tout, elle a évolué. C'est vrai elle serait OK pour des rénovations performantes globales, mais pas pour l'abandon, en tout cas pas à court terme, du monogeste. Je pense qu'en fait, pour avoir participé notamment à plusieurs réunions du Conseil national de la refondation logement du GT3, l'affaire du logement, le fer de lance de la transition écologique, je pense que leur crainte principale, c'est que ils savent ce qu'ils vont perdre, mais ils sont pas sûrs de ce qu'ils vont gagner. C'est-à-dire que ils ont toujours des craintes sur le fait que ce marché de la rénovation performante décolle, s'industrialise, se généralise. Donc ils disent toujours attention, attention, quand même, gardons le monogeste. Et précisément tout ce sur quoi on est en train de travailler, c'est faire en sorte que ce marché décolle enfin et que la rénovation performante s'industrialise. Donc de ce point de vue-là, on doit pouvoir les rassurer. Antoine, autre question? Non, c'était juste une question complémentaire. Vous avez tous dit que la CAPEB, c'était un peu le syndicat du monogeste et qu'en même temps, ils évoluaient. Comment la discussion entre vous et eux et d'autres organisations professionnelles est organisée? Comment vous vous parlez, quoi? Vous avez, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a un vrai dialogue? Voilà, ça progresse ou on est chacun un peu ces, sur ces lignes. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a une conversation un peu structurée de part et d'autre? Ah, si Lucas, Jean-Louis, Marc, vous avez des choses à dire là-dessus. Moi, c'est simple. J'en suis depuis le début de cette année à 6 sollicitations, donc une par mois, de la CAPEB nationale, sans réponse. Voilà, donc le niveau d'échange qu'on a avec la CAPEB nationale. Et j'ai pas essayé avec la FFB parce que j'avais essayé depuis plusieurs années et de toute façon, c'est pareil. Donc déjà, enfin, voilà, la FFB est plus loin que la CAPEB d'un point de vue positionnement. Je ne sais pas si ça vient du fait que le président de la FFB est systématiquement un chauffagiste ou si ça vient d'autre chose qui n'est pas forcément le métier le plus ouvert à la transition énergétique traditionnellement, ou si ça vient d'autre chose. Mais on a pour l'instant pas de retour de leur part, ni au titre de cette demande au niveau du collectif, ni pour les travaux qu'on a, par exemple, au niveau de Dorémy au quotidien. Alors, on travaille avec les CAPEB locales, régionales. Ça se passe plutôt bien parce qu'on a en face de nous les élus artisans qui travaillent sur les chantiers et qui comprennent bien qu'il y a des évolutions en cours. Par contre, le national est vraiment dans une autre optique, on va dire. Alors peut-être une réponse à cette question le 5 juillet lors de la table ronde sur la rénovation énergétique du colloque de la JE sur le réchauffement à 4 degrés. Ce sera une très bonne occasion. D'ailleurs, auquel participera Lucas. Absolument. Et dans cette table ronde-là, précisément, face à l'un des vice-présidents de la CAPEB. Et de notre côté, je parle sous le contrôle de Lucas, on n'a pas de contacts bilatéraux avec ni la CAPEB ni la FFB, mais on les rencontre dans différentes instances de concertation, comme le CNR Logement, et j'en oublie certainement d'autres. Ouais. Oui, effectivement, il y avait un début d'échange bilatéral, mais qui n'est pas allé au-delà de 2 échanges chiffrés en termes de besoins d'effectifs, d'équivalent temps plein pour accomplir le chantier de la rénovation performante de notre parc de logements. Donc il y a eu un intérêt, il y a eu un échange, mais voilà, c'est pas allé plus loin. Mais c'est évidemment des discussions à sans cesse engagées au niveau du gouvernement, enfin de l'administration au sens large. Évidemment, ils concertent. Le son de cloche de la FFB et de la CAPEB, c'est il n'y a pas de problème de compétences, il n'y a pas de problème de recrutement. Nous, à partir du moment où il y a de la demande de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de rénovations performantes, on sera en mesure de l'absorber. C'est un peu ça le son de cloche. Et puis voilà, essentiellement.
on en est avec. Et je crois qu'il y a dans le cadre aussi du gouvernement, un des canaux, pardon, c'est celui des assises du bâtiment, qui est conduite par Bruno Le Maire, où là, il y a une discussion avec les filières professionnelles. Voilà. Et puis il y a rapidement peut-être, on arrive à la fin sur le gros acteur aussi, qui est l'acteur bancaire qui a été évoqué par Vincent, qui serait celui à la charge duquel revient le financement du reste à charge. On a peut-être une difficulté au niveau de la mutation quand il s'agit de ménages primo-accédants, parce que souvent les primo-accédants sont au maximum de leur capacité d'endettement, en fait, quand ils acquièrent leur premier logement, que donc cette capacité d'endettement, elle n'est pas extensible, et que c'est problématique pour contracter un prêt, parce que même s'il y a un éco-PTZ, il faut qu'il soit solvable selon des règles qui sont bien déterminées. Alors, il y a une proposition qui est en train d'être défendue, notamment par David Amiel, sur un prêt avance rénovation qui serait élargi, qui serait pas simplement pour les très précaires, qui sont totalement en dehors des mécanismes de financement, à voir. Il faut aussi noter que dans le cadre réglementaire qui est en train de se mettre en place, il y a une décote des logements qui sont les plus énergivores, et que donc ça peut donner une marge supplémentaire pour les ménages les primo-accédants. Le prix d'un logement G serait diminué, je sais pas moi, de 10% par exemple. Les 10% qu'ils auraient pu, en tout cas c'était cette poche qu'ils n'ont plus à mettre et qu'ils auraient pu mettre par ailleurs, ils la mettraient sur de la rénovation performante, en plus évidemment de tout le système d'aide de C2E et de MaPrimeRénov', quoi. Voilà. Et les banques, nous, en tout cas dans le cadre d'Unlock, on est en discussion avec la Fédération bancaire française, notamment. Alors, il est plus de midi. S'il y a une dernière question, nous la prenons. S'il n'y a plus de questions, nous allons nous quitter. Nous allons nous quitter. Donc, je vous remercie tous et toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Les diapositives seront bien sûr à la disposition de toutes celles et tous ceux qui la voudront. Elles sont téléchargeables tout de suite dans le chat. Sinon, je les enverrai à celles et ceux qui les veulent. Merci à la JE. Le webinaire a été enregistré, donc il sera disponible sur le site dans quelques jours. Merci beaucoup. Au revoir. À vous tous. Et à bientôt. Au revoir. Un grand merci, au revoir.